Aujourd'hui, on va parler d'un invité invisible et pourtant bien présent dans nos logements. Oui, et cet invité, c'est le radon, un gaz naturellement présent dans l'air qui peut se glisser dans nos maisons ou sur notre lieu de travail sans qu'on le voie ni qu'on le sente, et pourtant qui peut avoir de graves conséquences pour notre santé. Alors pour mieux s'en protéger, les scientifiques mènent des enquêtes sur le terrain et auprès des populations concernées. D'où vient-il, comment le mesurer et surtout quels sont ses réels effets sur notre santé? Si vous voulez savoir pourquoi le radon mérite toute notre attention, je vous propose d'écouter nos invités, en chair et en os cette fois-ci, ne bougez pas. Bonjour à toutes et à tous, c'est un plaisir de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Science en question. Pour nous aider aujourd'hui à tout comprendre sur le radon, nous avons le plaisir de recevoir Géraldine Nielsch. Bonjour Géraldine. Bonjour Jean. Merci d'être avec nous sur le plateau de Science en question. Alors vous êtes chef du bureau d'études et d'expertise du radon à l'ASNR. Alors pour commencer, l'ASNR ça parle peut-être pas à tout le monde. Est-ce que vous pourriez nous dire en quelques mots ce que c'est? Alors, l'ASNR, c'est l'autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection. Et elle a plusieurs missions. Donc une mission de contrôle des activités nucléaires civiles, des missions de recherche, d'expertise, mais aussi d'information et de formation des publics dans les domaines de la sûreté nucléaire et de la radioprotection. Et quel est votre rôle au sein de Donc, cette organisation? moi, je suis responsable d'une équipe, d'une unité qui est le bureau d'études et d'expertise du radon. Voilà, donc comme son nom l'indique, on fait des études et des expertises. Et c'est ce qu'on va découvrir aujourd'hui. Voilà. Justement, avant de parler de risque ou de prévention, commençons par le début. Qu'est-ce que c'est le radon et d'où vient-il? Alors le radon, c'est un gaz naturel, radioactif, qui est omniprésent dans notre environnement et qui provient, là on voit la chaîne de décroissance de l'uranium, donc il provient de cette chaîne-là. Son aïeul, c'est l'uranium, on va dire, qui ensuite décroît en plusieurs éléments, il produit plusieurs éléments jusqu'au radium, et le radium, c'est le parent du radon. Donc le radium, en se désintégrant, produit le radon. Et le radon est lui-même radioactif, donc il va décroître aussi et former d'autres éléments qu'on appelle les descendants du radon, qui sont des radionucléides solides, contrairement au radon qui est un gaz, et qui sont eux-mêmes radioactifs. Voilà. Mais donc à la base, il vient bien du sous-sol alors? Il vient des sols et des roches, voilà, naturellement, de l'uranium, du radium contenu dans les roches et les sols. Voilà. Et il a une odeur, on peut le détecter comme ça? Non, il est inodore, incolore. Ok. Donc effectivement, Ça rend un peu, voilà, c'est un gaz rare, inodore, incolore. Donc oui, on ne peut pas le détecter par ça. Par nos sens. Voilà, exactement. Très bien. Alors en amont de l'enregistrement de cette émission, nous on a voulu tester les connaissances du public avec un petit quiz. Donc sur nos réseaux sociaux, on a demandé aux gens en France quelle part de notre exposition à la radioactivité est d'origine naturelle. On leur a proposé 4 propositions de réponses. La réponse A, 12%, la réponse B, 34%, la réponse C, 42% et la réponse D, 77%. Alors Géraldine, on va regarder ce que les gens ont répondu et on voit qu'en majorité, les gens ont répondu la réponse A, 12%. Alors est-ce que c'est la bonne réponse? Alors non, c'est 77%. Très bien. Alors on va regarder un diagramme pour mieux comprendre quelles sont les autres sources d'exposition naturelle à la radioactivité. Est-ce que vous pouvez nous décrire ce qu'on voit là? Très bien, donc on voit le radon déjà en orange, hein, c'est la part principale. Donc, ce qui nous intéresse aujourd'hui. Voilà, de l'exposition naturelle aussi. Et puis dans le naturel, il y a aussi ce qu'on appelle l'exposition tellurique, donc c'est l'exposition au sol et aux roches. Okay. Il y a l'exposition aussi cosmique, qui concerne les rayonnements ionisants qui viennent du Soleil et de la galaxie, voilà, pour les sources naturelles. Et on voit que c'est écrit incorporation, ça correspond à quoi ça? Alors oui, il y a aussi l'incorporation. Donc ça, c'est effectivement l'ingestion d'eau et d'aliments à consommation de tabac. Alors finalement, quand on regarde ce diagramme, on voit que le radon, ça représente quand même une part importante de notre exposition d'origine naturelle. Effectivement, alors c'est la principale source d'exposition naturelle, exactement. Et effectivement, là, on voit un diagramme où ça concerne toutes les sources d'exposition au rayonnement ionisant, et là, c'est la principale aussi. Ouais.
Et ça, c'est l'exposition moyenne, pourquoi? Pour une personne, hein, c'est ça? Ouais. Pour la population Pour la française, population. oui. C'est une estimation voilà, qui date de 2020, je crois. Donc c'est une part importante de l'exposition Oui. naturelle. Et si on vous en parle aujourd'hui, c'est parce que ce gaz radioactif pose un risque pour la santé, notamment lorsqu'il s'accumule dans les espaces confinés comme à l'intérieur des maisons. Quel risque pose le radon pour notre santé? Alors, c'est un cancérigène pulmonaire. Plus on est exposé au radon sur le long terme, plus le risque de développer un cancer du poumon est élevé. Et depuis quand il a été classé dans Il les est cancérigènes? classé cancérigène pulmonaire certain en 87, je crois. Alors évidemment, une fois qu'on a dit ça, maintenant on a envie de savoir si on est exposé ou pas. Mhm. Et donc, pour le savoir, l'ASNR a produit une carte à destination du grand public. Mhm. On va la voir s'afficher. C'est la carte du potentiel radon. Est-ce que vous pouvez nous la décrire en quelques mots, qu'on comprenne ce qu'on voit à l'écran? Donc, c'est une carte qui a été fondée sur l'interprétation et l'exploitation de connaissances géologiques. Donc c'est pour ça qu'on parle de potentiel, parce qu'en fait, c'est à partir de la connaissance des sols et des roches, de leurs propriétés chimiques telles que la teneur en uranium, l'uranium étant un parent du radon, Ouais. et de certains facteurs aussi qui peuvent faciliter parfois le transfert du radon dans le sol et les roches, qu'on a pu classer, on va dire, les formations géologiques en fonction de ce qu'on appelle, nous, le potentiel radon. Donc la capacité des sols et des roches à produire et à faciliter le transfert du radon jusqu'en surface du sol. Et donc après, in fine, plus ou moins après dans l'habitat, par exemple. Alors là, on voit, il y a une légende avec Ouais. trois couleurs. Est-ce que vous pouvez nous décrire à quoi ça correspond? Voilà, donc à partir de cette interprétation géologique, on a pu classer les communes de France en 3 catégories selon leur potentiel. Donc la catégorie 1, 2 et 3. La 1 correspond à des formations géologiques qui ont des teneurs en uranium faibles. La 2, la même chose, mais en plus la présence de certains facteurs qui peuvent faciliter le transfert du radon dans les sols et les roches. Et la catégorie 3 correspond à des formations géologiques dont les teneurs en uranium sont les plus élevées comparativement aux 2 autres. Alors, ce qu'on voit en regardant la carte, c'est qu'il y a quand même des zones qui sont clairement identifiées comme avec un potentiel radon plus important que d'autres. La Bretagne, donc là, c'est vraiment lié à la présence, on connaît la Bretagne pour la présence de granit. Oui. Est-ce que c'est lié à ça? Oui, alors en France, c'est vrai que les formations géologiques qui sont les plus riches en uranium sont certains granites qu'on trouve dans le massif armoricain, donc la Bretagne, les Pays de la Loire. Et puis, comme vous le voyez aussi, par exemple, dans le massif central, en Corse aussi, il y a certaines zones, et puis un petit peu dans les massifs montagneux des Alpes, des Pyrénées ou dans les Vosges. Alors, on l'aura compris, cette cartographie nous apporte déjà des informations sur notre exposition potentielle au radon, mais est-ce que c'est suffisamment précis? On en discute dans le Science en Action. Alors Géraldine, on parlait donc de la carte potentielle radon publiée par la SNR. Elle permet déjà d'avoir une bonne idée du risque à l'échelle de la commune. Mais concrètement, est-ce qu'on peut s'y fier pour savoir si notre logement est exposé ou pas? Alors non, c'est juste un indicateur. Ça donne une première indication sur la source, qui est le sol sous-jacent le bâtiment, le sol étant la principale source du radon dans l'air intérieur. Mais pour connaître vraiment la concentration de radon dans l'air intérieur, il faut faire des mesures. Très bien. Il peut y avoir des variations très grandes d'une zone à l'autre quand on regarde plutôt à l'échelle de la commune? Alors de la commune, oui, déjà. Ouais. Et puis après, à l'échelle d'un bâtiment ou d'un logement, par exemple d'une maison, oui, on a l'habitude de dire que chaque maison est un cas particulier. Voilà. Parce qu'il y a beaucoup de facteurs qui font varier la concentration de radon. Donc ça veut dire que dans une même rue, 2 maisons peuvent être exposées de manière complètement différente? Oui. Ah oui. Et alors quels sont les facteurs qui favorisent justement l'infiltration du radon à l'intérieur de nos maisons? Alors, c'est tout ce qui correspond à l'interface de la maison avec le sol sous-jacent. Okay. Donc, effectivement, par exemple, si vous avez une cave en terre battue, l'infiltration va être favorisée. Que si vous avez, par exemple, un vide sanitaire qui fait vraiment écran par rapport au sol, ou si vous avez une dalle, et une dalle avec plus ou moins de fissures, par exemple. Voilà. Donc, ça dépend déjà de l'interface. D'accord. Et puis après, des chemins, par exemple des canalisations qui sont plus ou moins bien étanches, etc. Donc tout ça va plus ou moins favoriser déjà l'entrée du radon dans les premiers niveaux de votre habitation. Alors le problème, je rappelle, c'est que le radon, c'est un gaz
incolore et inodore. Oui. Donc finalement, le seul moyen de savoir notre niveau d'exposition à la maison, c'est finalement de réaliser des mesures. Qu'est-ce qu'il y a comme moyen, comme dispositif pour faire ces mesures en fait? Alors il y a des petits détecteurs qu'on peut acheter soi-même en fait. Voilà, on voit quelques images à Et vous nous l'écran avez ramené et je vous ai un apporté exemple ici. des exemples de détecteurs, voilà, deux types de détecteurs, un qui s'ouvre et qui se referme, un autre plutôt sous forme d'ogive. Vous avez aussi ces types-là. Voilà, donc en France, on a 4 laboratoires accrédités auprès desquels on peut acheter ce type de petits détecteurs et qui sont très faciles à utiliser et à poser soi-même dans son habitation. Alors est-ce que vous pourriez nous expliquer justement comment ça fonctionne, par exemple celui qui s'ouvre? Qui s'ouvre. Alors celui-ci, effectivement, bon, il a une position on-off, c'est-à-dire que pour le mettre en route, entre guillemets, et pour l'exposer, on va dire, il faut l'ouvrir. Voilà. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Et puis on le pose. Alors il y a tout un manuel d'utilisation qui est fourni par les laboratoires qui vendent. Et donc effectivement, il faut bien suivre le protocole. L'idée, c'est de les déposer pendant plusieurs mois dans les pièces principales de son habitation, c'est-à-dire là où on passe le plus de temps. D'accord. C'est les zones à privilégier, là où il faut Oui, installer? c'est-à-dire plutôt le séjour, la salle à manger de séjour, les chambres. Est-ce que le sous-sol aussi, ça peut être un endroit Ça peut pertinent? être, oui, par exemple. Si vous achetez plusieurs détecteurs, le mieux, c'est effectivement d'en acheter plusieurs pour aller en déposer dans les pièces principales. Et si vous voulez aussi... Alors, c'est vrai que le sous-sol, la cave, on y passe moins de temps. Mais oui, ça peut être aussi des pièces Et alors avec lesquelles après, on peut mesurer. comment on peut savoir, enfin, il y a un moyen de lire la mesure que Alors, fournissent ces détecteurs? non, là, il n'y a pas moyen de lire en direct le résultat. Donc, une fois que vous les avez exposés, laissez en place. Il y a tout un protocole, il faut les laisser en place pendant au moins 2 mois, plutôt en période hivernale. Et ensuite, donc, on les renvoie au laboratoire auprès desquels on a acheté les détecteurs et eux renvoient le résultat du mesurage. C'est un résultat qui s'exprime en becquerel par mètre cube. D'accord. Et donc, c'est ce qu'on appelle communément la concentration de radon en becquerel par mètre cube. Et ces dispositifs, donc, on peut se les procurer facilement sur Internet? Oui, sur Internet, vous trouvez les 4 laboratoires. Et en moyenne, c'est un gros investissement ou voilà? C'est quelques dizaines d'euros avec donc, l'analyse. quelque chose Pour, d'accessible pour un ou plusieurs connaître détecteurs. à l'échelle du domicile. Voilà. Alors, donc, une fois qu'on a envoyé ça au laboratoire, qu'on reçoit la mesure, est-ce qu'il y a une idée de seuil justement à respecter, à suivre? Oui, alors en France, il y a ce qu'on appelle un niveau de référence, Ouais. donc en becquerel par mètre cube, qui est de 300 becquerels par mètre cube. On ne se rend pas bien valeur compte si c'est moyenne combien, annuelle. 300? Alors, pour juste définir le niveau de référence, effectivement, c'est le niveau en dessous duquel il convient de se situer. D'accord. En termes de recommandations internationales, voilà. Et puis, il y a aussi un certain nombre d'obligations réglementaires qui peuvent s'appliquer par rapport à ce niveau de référence. Voilà. Mais sur quoi elle se base, du coup, cette limite? Alors, cette limite, elle est fondée sur la connaissance scientifique du risque, mais aussi les gestionnaires ont aussi pris en considération d'autres aspects, comme les aspects socio-économiques, par exemple, pour fixer cette valeur. Et puis, bien sûr, des recommandations de l'Organisation mondiale de la santé et de l'Europe. Voilà. Et alors, si on est donc un particulier et qu'on voit que finalement la mesure dépasse les 300 becquerels par mètre cube, quelles sont les solutions qui s'offrent à nous justement pour essayer de réduire notre exposition au radon? Alors, il y a toujours des solutions, on va dire, dans un bâtiment. Vous nous rassurez. Voilà, c'est bien de se le dire en tout cas. Voilà, donc ça peut être des actions simples, des petits travaux, parce qu'on a discuté un peu tout à l'heure des facteurs qui favorisent l'entrée. Alors, on peut déjà travailler par rapport à ça, c'est-à-dire, par exemple, boucher un petit peu, voir s'il y a des fissures dans la dalle. Si on a un vide sanitaire, vérifier qu'il est en bon fonctionnement, qu'il n'y ait pas des obstructions. En gros, il faut vraiment faire une étanchéité presque parfaite. Voilà, avec c'est le ça, sous-sol. c'est limiter l'entrée. Alors, si on a de la terre battue, il y a peut-être des portes aussi à bien étanchéifier. Par exemple, si on a une cave en terre battue, il faut peut-être vérifier la porte. Donc, voilà, c'est des petits travaux comme ça. Après, il peut y avoir des travaux plus conséquents, mais disons on peut déjà faire des actions assez simples. Et puis après, on veut jouer aussi sur l'aspect dilution, puisque là, on empêche d'entrer, mais il faut aussi veiller à ce que le gaz ne se concentre pas trop. Voilà, donc on va jouer sur la dilution, et là, c'est la ventilation. On va jouer sur la ventilation. Donc, veiller à ce que la ventilation déjà fonctionne correctement.
s'il n'y a pas des entrées d'air bouchées, etc. Ou si elle est en dysfonctionnement, si vous avez une ventilation mécanique, par exemple. Et puis, après, c'est les bonnes pratiques d'aération aussi. Voilà. Après, oui, voilà, c'est un peu C'est du plus bon de sens. la bonne et pratique. Voilà, ok. Mais oui, pour agir, c'est plutôt la ventilation. Là. Très bien. Alors, on parle du radon à la maison, mais on passe aussi beaucoup de temps au travail ou alors dans des lieux publics ou à l'école même. Alors, il faut savoir que depuis 2018, la réglementation concernant ces lieux en matière de prévention au radon a évolué. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui a changé concrètement dans la réglementation? Alors, c'est vrai qu'en 2018, il y a eu des nouveaux décrets qui ont été mis à jour, à la fois pour la protection du public vis-à-vis du radon et pour les travailleurs. Donc voilà. Et c'est vrai que pour les lieux de travail et la prévention du risque dans les lieux de travail, les locaux de travail, il y a eu un peu plus de changements. Voilà, avec un champ d'application qui s'élargit. s'est élargi. Voilà. Et ça s'applique aussi à tous les locaux qui sont situés en rez-de-chaussée aussi, hein? Alors ça, c'est effectivement, si on parle des lieux de travail, sont concernés tous les bâtiments, tous les rez-de-chaussée et sous-sols de bâtiments, d'une part. Et puis il y a aussi une liste de ce qu'on appelle les lieux spécifiques, qui sont des lieux un peu plus particuliers, comme par exemple des lieux souterrains, ou des lieux qui utilisent l'eau souterraine, comme les stations thermales, par exemple. Très bien. Voilà. Alors, on va y venir. Mais donc, si je comprends bien, ça veut dire que maintenant, finalement, le radon fait partie intégrante de toute la prévention du risque dans le milieu professionnel, au même titre que, par exemple, une exposition aux incendies ou aux produits chimiques ou des choses comme ça. Exactement, oui. La prévention du risque est maintenant rentrée dans le système global. Et ça oblige l'employeur à faire des mesures? Alors, ça oblige l'employeur à faire ce qu'on appelle, dans les textes réglementaires, une évaluation du risque, qui peut aussi passer par la mesure. Voilà. Et là encore, est-ce qu'il doit respecter le même seuil que, par exemple, les 300 becquerels Oui, au départ de la démarche de prévention, effectivement, le niveau de référence est toujours celui de 300 becquerels par mètre cube en valeur moyenne annuelle. Voilà. Ok, alors il se trouve que parmi les missions du bureau d'études de l'ASNR, il y a celle de réaliser des expériences dans certains environnements de travail. Vous avez commencé un petit peu à le dire. Quels sont ces lieux sur lesquels vous intervenez? Alors nous, par exemple, récemment, on mène une étude, depuis quelques années, on mène une étude dans certains lieux souterrains de travail, comme les caves agricoles. Ok, voilà. donc ça regroupe, j'imagine, là où on met par exemple le vin, là, comme on voit à l'image. Oui, les caves vinicoles, par exemple. Ouais, les caves d'affinage de fromage. Affinage de fromage aussi. Il y a quelques champignonnières encore, mais il n'y en a plus beaucoup, mais qui sont aussi dans des lieux souterrains. Et alors pourquoi ces endroits en particulier? Parce que du coup, la réglementation a évolué, c'est pour ça? Alors là, c'était une demande de la Direction générale du travail, parce qu'en fait, on avait très peu d'informations dans ces lieux de caves agricoles sur les niveaux de concentration qu'on pouvait attendre dans ces lieux. Donc on n'avait vraiment quasiment pas d'informations sur l'exposition au radon dans ces lieux des travailleurs. Donc là, c'est pour améliorer les connaissances. Voilà, c'est de l'acquisition de données, de mesurage, dans différents lieux, avec une méthodologie qu'on a développée pour... Et donc sur place, oui, c'est ça, vous réalisez donc des mesures avec j'imagine des protocoles très précis, mais concrètement, comment ça se déroule en fait? Alors déjà, il y a eu une phase de recrutement sur la base du volontariat des exploitants. Voilà, et puis de manière à ce que ce soit autant que possible représentatif des différents types d'agriculture. C'était dans la France entière ou dans France entière, oui. Ouais. On a essayé d'aller dans différentes régions, mais comme c'est la base du volontariat, on est allé là où on pouvait. Donc on a différents types de caves. On échange bien sûr avec les exploitants pour savoir un petit peu quelle est la structure du lieu, quels sont les locaux fréquentés par les travailleurs. Ouais. Et en fonction de ça, après, effectivement, on va sur le terrain, on met en place un certain nombre de différents appareils de mesure du radon pendant plusieurs jours ou plusieurs mois. Alors j'imagine que vous utilisez des appareils un peu plus sophistiqués que ce qu'on met à la maison, non? Alors on utilise aussi ceux-ci. Ouais, voilà. Okay. Et alors, comme ce sont des environnements un peu particuliers, souterrains, avec possiblement de l'humidité, là pour le coup, on privilégie vraiment les systèmes fermés comme celui-là, et pas celui-ci, parce que celui-ci va être un peu plus
peut-être plus sensible à l'humidité. Le risque, c'est quoi? C'est que ça biaise la mesure? Voilà, ça, bien ouais sûr, oui. Ouais. Oui, Puis comme il reste longtemps, j'imagine dans le temps aussi. Oui, c'est plusieurs mois, hein, Ouais. pareil, hein, on les laisse au minimum 2 mois. Et la particularité des lieux souterrains, c'est qu'on doit faire des mesures à différentes saisons, parce que la variabilité du radon dans ces lieux-là peut être particulière. C'est-à-dire, on observe parfois une variabilité saisonnière très très marquée, Ah oui. et pas forcément la même que dans des bâtiments. Comment on explique que ça varie comme ça d'une saison à Alors, l'autre? c'est les échanges d'air avec l'atmosphère extérieure qui sont plus ou moins naturels. Voilà, donc, voilà. Donc on fait généralement une campagne en été, une en hiver, de mesurage sur plusieurs mois. Alors on voit que vous utilisez aussi des équipements peut-être un peu plus sophistiqués quand même que ceux-là, Oui. en complément. Oui. Comment justement ils viennent, qu'est-ce qu'ils vous apportent de plus par rapport à ça? C'est vrai que ceux-ci, ils permettent d'avoir une moyenne, Ouais. une valeur moyenne sur la durée d'exposition, donc sur par exemple plusieurs mois. Tandis que ceux-là, ce sont des appareils de mesure de la concentration radon en continu. Donc là, on va pouvoir expliquer par rapport à certains phénomènes aussi qu'on a pu observer, ou bien le comportement des travailleurs quand ils ouvrent les portes. Voilà. Donc ça permet précis, ouais. ça permet d'avoir la variabilité de la concentration en radon de manière continue pendant un laps de temps donné. Alors ça peut être plusieurs mois ou bien quelques jours. Voilà. Donc on adapte en fonction de l'objectif. Alors, j'imagine qu'après vous traitez les mesures et vous analysez, mais quand on dépasse donc les fameux 300 becquerels par mètre cube, autant à la maison, on peut ouvrir les fenêtres, on l'a dit. Là, dans les caves, l'humidité, c'est plutôt ce qu'on cherche, à être dans un milieu un peu confiné. Donc, qu'est-ce qu'on peut mettre en place si jamais on dépasse les mesures pour réduire l'exposition des travailleurs? Oui, alors c'est vrai que dans ces environnements-là, théoriquement, ce seraient les mêmes principes de remédiation, de réduction de l'air. On agirait sur, on va dire, l'interface avec le sol ou la ventilation. Alors c'est vrai que dans certains lieux, peut-être on peut le faire, au moins la ventilation. Mais c'est vrai que dans des exploitations comme ça, qui doivent préserver l'environnement d'exploitation, c'est parfois difficile. Donc il peut y avoir aussi d'autres solutions. C'est-à-dire d'aménager le temps de travail, donc limiter du mieux qu'on peut le temps d'exposition, c'est-à-dire le temps que passent les travailleurs dans un local à telle ou telle concentration. De faire plus de rotation entre les équipes. Voilà, éventuellement. Très bien, merci beaucoup Géraldine. Alors maintenant on va passer à un petit jeu, on va jouer à notre séquence vrai ou faux. Alors le principe est très simple, on va afficher donc 3 affirmations et vous allez nous dire si c'est vrai ou si c'est faux. À la maison, on va vous laisser 3-4 secondes pour essayer de trouver la bonne réponse, mais ça va aller très vite, alors tenez-vous prêts. On commence avec la première affirmation, c'est parti. Un diagnostic sur le niveau d'exposition au radon n'est pas obligatoire lors de l'achat d'une maison. Alors est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est faux? C'est vrai que quand on achète une maison, maintenant, on a toute une série de diagnostics très différents. Donc, est-ce que le radon en fait partie ou pas? Alors non, pas le diagnostic. Par contre, vous avez il y a une obligation d'information quand l'habitation est située dans une commune de catégorie 3. On a vu la carte tout à l'heure. Ouais. Selon le potentiel, voilà. Les zones où c'était rouge sur la carte, c'est ça. Donc tout ce qui concerne beaucoup la Bretagne, le Massif central et puis les zones que voilà. Donc, là, en tout cas, c'est pas une mesure, mais c'est plutôt, on vous dit que vous êtes dans la zone de catégorie. Voilà. Exactement. On passe à la deuxième affirmation. Si mon logement est dépourvu de sous-sol, je ne risque rien. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Alors, on peut nuancer un peu la réponse parce qu'en fait, ça peut être vrai ou faux. Voilà, parce qu'en fait, comme on a vu tout à l'heure, il y a plusieurs facteurs qui jouent sur le fait qu'on peut avoir des concentrations élevées en radon, et le sous-sol n'est pas forcément un facteur aggravant en soi. Voilà. Donc on peut être exposé à des concentrations élevées de radon même quand on n'a pas de cave, de sous-sol, oui. C'est possible. Oui. Alors, troisième et dernière affirmation, il est risqué pour la santé de consommer des aliments contaminés au radon. Alors là encore, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? C'est vrai qu'on a parlé de l'air là jusqu'à présent. Oui. Donc Géraldine. Alors c'est faux parce qu'en fait le seul risque avéré pour la santé vis-à-vis de l'exposition au radon, comme on a dit, c'est le risque de cancer du poumon. Et ce risque-là, il est lié à l'inhalation du radon et de ses descendants radioactifs qui sont produits par
par la décroissance du radon, voilà. Et qui peuvent, eux, les descendants, se fixer sur les voies respiratoires. Donc on ne peut pas avoir de cancer du poumon en mangeant un aliment. Exactement. Très bien, merci beaucoup Géraldine pour toutes ces explications. Dans la suite de l'émission, on va s'intéresser à un autre aspect essentiel, les effets du radon sur la santé. Des équipes de recherche mènent aujourd'hui des enquêtes épidémiologiques pour mieux comprendre son impact et notamment le risque de cancer du poumon. Alors comment sont menées ces études et qu'est-ce qu'elles nous apprennent? On en discute tout de suite avec l'une de vos collègues à l'ASNR, c'est parti. Bonjour Enora Clairaut. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Science en question. Vous êtes épidémiologiste à l'ASNR et avec vous on va parler de l'impact du radon sur la santé humaine. Mais d'abord j'aimerais qu'on regarde ensemble un petit extrait vidéo. Est-ce que vous pouvez nous commenter ce qu'on voit à l'image ? Alors là, on voit des mineurs qui descendent au fond d'une mine pour exploiter le minerai, donc de la roche, et pouvoir en extraire l'uranium. Donc des mineurs d'uranium. Voilà, des mineurs d'uranium. Tout à fait. Donc effectivement, ce sont des images prises dans les mines d'uranium françaises qui ont été exploitées des années 40 aux années 2000 pour alimenter l'industrie nucléaire. Et évidemment, on n'a pas choisi ces images par hasard. Aujourd'hui, on sait que le radon est cancérigène. C'est la deuxième cause de mortalité par cancer du poumon en France après le tabagisme. Et ça, Enora, on le sait grâce aux mineurs, justement. Oui, effectivement, les premières études épidémiologiques qui ont été réalisées sur la population humaine ont été réalisées dans la population de mineurs de fond, majoritairement des mineurs d'uranium. Et c'est vraiment les études sur les mineurs qui ont permis de réaliser l'impact sanitaire du radon ? Alors en fait, oui, les mineurs ont contribué, mais dans un ensemble d'éléments. Il y a les études épidémiologiques donc, sur les mineurs d'uranium, et il y a également eu des études en expérimentation animale. Et l'ensemble de ces éléments ont permis de converger vers une observation commune, qui était effectivement le fait que le cancer du poumon était à risque après exposition au radon. Et de quand datent les premières études épidémiologiques sur les mineurs ou mineurs d'uranium ? Alors les premières études épidémiologiques, donc dans le monde, il y a eu beaucoup d'études épidémiologiques qui ont été réalisées. Les toutes premières ont vu le jour dans les années 1960-1970 et il y en a une qui a été réalisée en France au début des années 1980. Ces études épidémiologiques qui ont été menées sur les mineurs, ce sont des études de cohorte. En quoi ça consiste ? C'est quoi une étude de cohorte ? Alors une étude de cohorte, donc c'est une étude épidémiologique qui consiste à suivre une population. Donc on va avoir un groupe d'individus dans lequel on va avoir des personnes exposées, non exposées, et on va les suivre dans le temps. On va les suivre plusieurs années, plusieurs dizaines d'années, et puis au bout d'un certain temps, on va faire des points, des bilans au bout d'un certain temps qu'on va répéter. Et on va voir du coup parmi ces personnes, eh bien, est-ce que ces personnes sont décédées ou ont déclaré une maladie. Et ces études vont permettre de faire le lien du coup entre la maladie et l'exposition. Et comment on sait par exemple que les cancers des mineurs ont été causés par le radon et pas par le tabac par exemple, qui est la première cause de cancer du poumon ? Et donc dans ces études, là on a mis en place du coup une cohorte de mineurs d'uranium qui sont plus ou moins exposés au radon en fonction du poste qu'ils vont avoir dans la mine. Et donc on va suivre vraiment l'exposition au radon, mais on n'a pas d'informations sur le tabac. Notamment. Et quand on va s'intéresser plus spécifiquement au tabac, on va mettre en place ce qu'on appelle une étude cas témoin qui est plus spécifique pour lesquelles on va revenir dans les dossiers médicaux et pour lesquels on va pouvoir obtenir des informations plus spécifiques sur le tabac pour pouvoir justement bien prendre en considération l'exposition au radon et la consommation tabagique. On reparlera un peu plus tard de ces études cas témoins. Donc ces études de cohorte nous ont permis d'établir plus précisément ce lien entre radon et cancer du poumon. Mais Enora, est-ce que vous pouvez nous expliquer plus précisément comment le radon affecte notre organisme, comment finalement on finit par développer un cancer ? Alors le radon, donc, comme on l'a dit, donc, c'est un gaz. Donc, comme c'est un gaz, on va l'inhaler. Et donc on va inhaler le radon et les descendants du radon qui vont donc se distribuer dans le corps. C'est quoi les descendants du radon par exemple ? Alors ce sont des radionucléides solides, des isotopes du plomb, bismuth et polonium. D'accord. Et c'est ça qui va se retrouver dans nos poumons finalement ? Voilà. Exactement. Okay. Et qu'est-ce qui se passe ? Et donc en fait, donc du coup, le radon et les descendants vont se distribuer dans le corps. Ils vont se désintégrer en irradiant les tissus. Et en irradiant les tissus, ils vont créer des dommages à l'ADN. Donc parfois, ces dommages à l'ADN, ils vont bien se réparer. Des fois, il va y avoir une réparation incomplète ou imparfaite et qui peut créer, sur le long terme, du coup, une survenue donc, d'un cancer.
Vous le disiez, ce sont des effets qui apparaissent sur le long terme. Est-ce qu'on a un ordre d'idée, un peu un ordre de grandeur, de bout de combien d'années, de temps d'exposition au radon on peut être susceptible de développer des cancers ? Alors, ce que les études épidémiologiques ont montré, c'est qu'il fallait a priori au minimum 5 ans pour qu'un cancer du poumon survienne après une exposition au radon. Mais dans certains cas, ça peut être 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans ou bien plus. Et là, c'est vraiment variable en fonction de l'exposition et en fonction de tout un tas de paramètres. Ça dépend des niveaux de concentration aussi, j'imagine. Alors, depuis tout à l'heure, on parle des études réalisées sur les mineurs, mais à partir des années 90, on a aussi étudié l'impact du radon en population générale, pour savoir si les gens comme vous et moi, qui sont moins exposés que les mineurs en moyenne, risquons de développer un cancer du poumon. Alors la réponse, on la connaît, c'est oui, puisqu'on a dit que le radon était la 2e cause de décès par cancer du poumon en France. Mais ma question, c'est plutôt comment on mène de telles études. Est-ce que, comme pour les mineurs, on a suivi un groupe de personnes pendant des années, et puis combien de personnes on suit pour être sûr que ce soit représentatif de la population générale ? Alors la différence des mineurs d'uranium, c'est qu'on étudiait les effets du radon, mais on n'avait pas forcément d'idée a priori sur quelles pouvaient être les pathologies. Donc on suspectait les pathologies respiratoires comme le cancer du poumon, mais on cherchait aussi d'autres pathologies. Donc c'est pour ça qu'on a pris du coup la population des mineurs d'uranium qu'on a suivi dans le temps, donc on a fait une cohorte. Par contre, pour la population générale, comme les études chez les mineurs avaient déjà montré et confirmé que le cancer du poumon était vraiment la pathologie à risque qui était observée et qui faisait consensus dans les études, pour les études en population générale, donc dans l'habitat, on a ciblé la pathologie du cancer du poumon. Et donc là, on a mis en place des études cas témoins, où là, cette fois-ci, on ne part pas de l'exposition, on va partir de la maladie. Et donc, on va avoir des cas et des témoins, des cas qui sont des personnes atteintes de cancer du poumon et des témoins qui, eux, ne sont pas atteints de cancer du poumon. Et on va faire cette fois-ci, donc pas un suivi sur le temps, puisque les cas ont déjà eu la maladie, mais on va faire une estimation rétrospective de leur exposition à travers tout un tas de moyens, tels que des questionnaires notamment. Et donc après, on compare, on voit finalement... Et après, du coup, on va pouvoir comparer la maladie. Du coup, est-ce que le fait d'avoir été malade ou non, donc atteint d'un cancer du poumon, peut être expliqué par le fait d'avoir été exposé à différents facteurs, donc le radon, mais pas que le radon. Et on peut notamment recueillir des informations sur la consommation tabagique. Et vous parlez justement de questionnaires, parce que j'imagine que pour reconstituer l'exposition d'une personne tout au long de sa vie, c'est assez compliqué, vu qu'on n'a pas tous des dosimètres chez nous depuis l'enfance, dans tous nos logements successifs. Comment vous faites ? Qu'est-ce que vous pouvez poser comme question, par exemple ? Et donc là, ce qui a été fait dans ces études cas témoins, c'est que pour ces personnes qui ont accepté de participer à l'étude, il y a des dosimètres qui ont été posés dans leur habitat. Donc de la même manière que Géraldine vous a expliqué, c'était ce type de dosimètres qui ont été posés dans l'habitat. Et puis ils ont eu un questionnaire pour répondre, pour expliquer dans quelle pièce avait été posé, quelles étaient leurs habitudes de ventilation, de chauffage, etc. Et puis il y a eu tout un tas de questionnaires sur leurs autres habitations pour pouvoir essayer d'estimer au mieux et prendre en considération le mieux possible les incertitudes qui pouvaient y avoir autour de tout ça. Quand vous dites leurs autres habitations, c'est là où ils ont pu vivre dans le passé, c'est ça ? Oui, exactement. Pour remonter vraiment à plusieurs années auparavant, au moins 30 ans avant. Donc en vous écoutant toutes les deux, on comprend bien qu'on est tous et toutes exposés au radon à des niveaux variables, qu'il y a un lien entre radon et cancer du poumon, ça c'est ce qu'on sait grâce aux études jusqu'ici. Mais aujourd'hui, est-ce qu'il reste encore des choses à découvrir sur le radon ? Sur quoi portent les recherches actuelles ? Quelles sont les grandes questions auxquelles on veut répondre ? Géraldine, pour commencer. Oui, alors il y a encore des choses à faire, notamment en termes de métrologie, c'est-à-dire de mesures. Notamment pour tout ce qui est mesurage des descendants du radon, on en parlait tout à l'heure, en fait sur la qualité de la mesure, donc par exemple sur les capacités d'étalonnage des appareils, il manque encore pas mal de choses. Voilà, donc pour détecter non pas le radon, mais les descendants, mesurer les descendants solides du radon, qui, comme Enora l'a expliqué, sont responsables en fait du risque.
Donc là, on parle de quoi? Du plomb, c'est ça, ce que vous disiez tout à Oui, l'heure, les descendants, les radionuclides, les isotopes plomb, bismuth, polonium. Donc les descendants qu'on appelle les descendants à vie courte, qui vont se désintégrer rapidement, on va dire, par rapport aux autres. Il reste aussi à faire des intercomparaisons entre plusieurs appareils, parce qu'il y a moins d'appareils. Ils sont beaucoup plus, ils sont destinés plutôt à des experts, en fait, ces appareils-là. Et on ne connaît pas encore très très bien leur réponse dans des environnements un peu particuliers, humides ou voilà, donc il y a ce champ d'études à faire. Il y a aussi l'acquisition de données. Alors, on en parlait un peu tout à l'heure dans certains lieux souterrains. C'est vrai qu'on manque encore pas mal d'informations sur le radon, mais aussi les concentrations de descendants, sur la granulométrie des descendants, sur un certain nombre de paramètres qui vont jouer sur la dose, par exemple. En tout cas, voilà, sur l'exposition des travailleurs de manière générale. Et puis aussi sur certains paramètres géologiques dans des régions particulières. On parlait de la carte de potentiel tout à l'heure. Effectivement, on a encore des études en cours, notamment dans les régions karstiques, donc là où il y a des grottes naturelles, des gouffres, etc. Là, on a du mal encore à comprendre les mécanismes qui peuvent être à l'origine de concentrations élevées que l'on observe dans certains sols. Et puis voir même aussi dans certains bâtiments, dans certaines régions karstiques de France. Et vous, Enora, en épidémiologie, qu'est-ce qu'il reste à découvrir ? Oh, il reste certainement encore beaucoup de choses à découvrir, mais en fait la difficulté de l'étude épidémiologique, c'est que contrairement à l'expérimentation animale, on ne peut pas prendre l'homme et puis du coup il est exposé à plein d'environnements, plein d'expositions, plein de choses différentes. Donc c'est ça qui est compliqué aussi. Donc c'est pas parce qu'une étude va montrer quelque chose que c'est le résultat vrai. Il faut qu'il y ait vraiment plusieurs études épidémiologiques qui aillent dans le même sens pour vraiment conclure à un résultat. Donc des fois on est contraint par du coup une faible puissance statistique parce que les études sont trop petites, donc du coup il faut augmenter en prenant une étude en France, une étude en Allemagne, une étude dans d'autres pays pour pouvoir augmenter et peut-être à terme observer quelque chose. Donc il faut aussi, donc du coup on peut faire ça. C'est ce qui est fait pour les mineurs d'uranium. Là il y a une étude internationale depuis quelques années qui a été réalisée, prenant en compte les mineurs en France, en Allemagne, en République tchèque, Canada et États-Unis, qui englobe plus de 120 000 mineurs d'uranium et pour lesquels il y a, on espère peut-être ou pas, dans les prochaines années, savoir si en dehors du cancer du poumon, il y a d'autres pathologies qui peuvent être observées, qui peuvent être mises en relation avec l'exposition au radon. Et puis pareil pour les études en population générale, voir s'il y a un risque plus particulièrement pour les enfants, par exemple, ou pour d'autres pathologies également à l'âge adulte. Et pourquoi, quand les effets sont plus difficiles à détecter, on a besoin d'avoir des études avec plus de participants? Quel est le lien entre les deux? En fait, là, ce qu'il y a, c'est que pour le radon, donc autant dans les mines d'uranium qu'on a pu le voir au début, les expositions étaient vraiment très importantes dans les premières années. Mais à partir du moment où il y a eu des mesures de radioprotection, l'exposition était beaucoup plus faible. Et quand on est dans des expositions faibles, on est généralement dans des risques faibles. Et donc, plus le risque va être faible, plus on va avoir besoin soit d'un effectif important ou soit de suivre les personnes vraiment dans le temps, surtout quand les effets peuvent survenir tardivement, vraiment sur le long terme. C'est pour réussir à détecter en fait. Voilà, exactement. D'accord. En préparant cette émission, on avait aussi évoqué les potentielles interactions entre le tabagisme et le radon. Donc en se demandant si par exemple un fumeur ou une fumeuse avait plus de risques de cancer du poumon lié au radon, est-ce que ces effets pouvaient se cumuler? Est-ce qu'il y a de la recherche actuellement en ce moment sur ça? Alors oui, effectivement, il y a de la recherche qui est réalisée et depuis quelques années, mais c'est vrai que c'est quelque chose pour lequel on a besoin encore d'améliorer les connaissances. Donc le tabac, on le sait, c'est le premier facteur de risque et de loin du cancer du poumon. Le radon est également un facteur de risque, mais bien après le tabagisme. Et ce qu'on cherche à savoir, c'est quelle est l'interaction entre le tabac et le radon. Donc il y a des études qui ont montré que l'effet du tabac et du radon pouvait plutôt être additif.
Donc on additionnait l'effet de ces deux facteurs en lien donc, avec le risque de cancer du poumon, mais d'autres ont montré que c'était plutôt multiplicatif. Donc voilà, que du coup les effets se multipliaient, donc encore plus que s'ils étaient additifs. Mais là voilà, donc on pense qu'on est plutôt entre les deux, mais il y a encore des études qui doivent être réalisées pour vraiment mieux comprendre cette interaction. Vous parlez aussi de recherche pour essayer de détecter de potentielles autres pathologies à part le cancer du poumon, mais pour le moment, on n'a rien prouvé à part le cancer du poumon. Oui, il y a des études qui ont été réalisées chez les enfants, donc en population générale, chez les mineurs, du coup, donc à l'âge adulte, et puis également à l'âge adulte en population générale. Mais pour l'instant, voilà, il y a des études qui montrent, il y en a qui ne montrent pas. Donc, il n'y a vraiment pas de consensus en dehors du cancer du poumon. Bon, c'est plutôt une bonne nouvelle. On n'a peut-être pas envie que le radon nous cause 25 maladies différentes. Mais est-ce qu'il y a un stade dans la recherche où si pendant suffisamment longtemps, on ne trouve pas de nouveaux éléments probants qui pourraient établir des liens avec d'autres pathologies, par exemple, est-ce qu'il y a un stade où on se dit on a assez cherché et du coup on arrête, ou est-ce que la recherche se poursuit quand même ? C'est assez compliqué de répondre à cette question parce qu'en fait, c'est vrai qu'il y a plein d'éléments qui peuvent entrer en compte. C'est vrai que déjà pour lancer une étude épidémiologique, il faut le financement. Donc du coup, c'est un peu le nerf de la guerre, en quelque sorte. Mais après, il y a aussi l'intuition, il y a aussi les hypothèses scientifiques qu'il va y avoir derrière. Et puis la difficulté au niveau des études épidémiologiques, c'est que, comme on l'a expliqué, il faut vraiment plusieurs années en fonction de l'exposition qu'on va étudier et puis de la pathologie aussi qu'on va étudier. Il y a certains effets qu'on va observer très vite après l'exposition, mais il y en a d'autres où il va falloir attendre 10 ans, 20 ans, 30 ans. Donc la question, c'est est-ce que si on attend 10 ans et puis finalement c'est au bout de 20 ans qu'on va pouvoir observer quelque chose, c'est dommage d'arrêter au bout de 10 ans parce qu'en fait on ne le saura jamais. Mais c'est vrai que c'est une question qui est totalement légitime. Oui. Et puis peut-être aussi avec l'évolution des technologies ou des méthodes. Oui, exactement. De nouvelles choses. Oui, avec l'amélioration des méthodes statistiques, mais également des méthodes pour mesurer les expositions. Et enfin, vous travaillez toutes les deux sur les aspects différents du risque radon, mais au final, le but, c'est toujours d'améliorer nos connaissances pour mieux nous en protéger. Est-ce qu'il y a des projets sur lesquels vous travaillez ensemble, où vous mettez vos travaux de recherche en commun ? Oui, on travaille ensemble. Alors, ça nous est arrivé dans différents cadres, on va dire. On peut être amené à travailler ensemble, notamment sur des questions d'expertise, par exemple, en appui des pouvoirs publics, notamment locaux. On va nous demander à la fois d'intervenir sur le terrain pour aller faire des mesures ou de confirmer certaines mesures, par exemple dans un établissement public type école, parce qu'on a vu qu'il y avait pas mal de radon dans l'école. Donc on nous demande, nous, d'aller faire les mesurages, d'acquérir des données qui peuvent ensuite être utilisées si on demande du coup aux épidémiologistes de faire une analyse, une évaluation du risque. Voilà. Et donc sur la base des mesures qui ont été réalisées donc par nos collègues, nous on va utiliser ces expositions, on va recueillir des informations sur les personnes qui sont exposées, sur leurs caractéristiques en termes d'âge notamment, et puis après on va donc selon les cas nous demander d'estimer un risque individuel pour ces personnes pour après les communiquer aux demandeurs. Donc il peut y avoir des liens. Eh ben, merci à toutes les deux pour cet éclairage. Alors, puisque dans cette émission, on parle du radon et de son accumulation dans les espaces clos, nous, on s'est demandé ce que le grand public savait de la qualité de l'air intérieur de manière un peu plus générale. Donc, on est allé dans la rue et on a posé la question suivante aux passants. On leur a demandé, pensez-vous que l'air que vous respirez chez vous est sain ? Je vous propose d'écouter la réponse. Est-ce que vous pensez que l'air que vous respirez dans votre logement, c'est un air plutôt sain ? Pas vraiment. Pourquoi ? Les systèmes d'aération sont un peu encrassés et obsolètes, donc oui. Plutôt sain. Moi aussi, je pense que oui. Dès que je suis pas chez moi, j'aère, donc voilà. Et puis j'ai des petites bougies. Enfin, alors quoi qu'il paraît que ça contamine l'air. Plutôt pollué, je pense. Est-ce que vous savez quelles sont les principales sources de pollution dans les logements, de l'air intérieur ? Bon, il y a la poussière déjà, donc... Les produits ménagers, j'imagine, principalement. Alors, les bougies d'ambiance, les produits d'entretien, sûrement. Alors, est-ce que nos petits encens, peut-être ? Ça dépend lesquels, en fait, je pense. Mais ça doit être polluant aussi. Des feux de cheminée, peut-être. Et est-ce que vous avez des habitudes, des gestes au quotidien pour essayer de garder un air pas trop pollué ? À part aérer, non. Mettre un peu d'encens.
Alors c'est vrai qu'à Paris, on peut se poser la question de savoir si on assainit en aérant, mais je pense que le mouvement d'air et tout quand même. Je sais qu'il existe des plantes qui peuvent détoxifier. J'aère beaucoup. Alors ça, c'est la seule solution. Si vous en avez d'autres, je suis preneur. Mais voilà, c'est la seule que j'ai. Ouais. Alors, Enora, Géraldine, une réaction à chaud à ce que vous venez d'entendre? Alors je vois qu'il y a quand même des bonnes pratiques d'aération. Ouais. Oui, c'est vrai que ça revient assez souvent, le fait d'aérer. Ouais. C'est une bonne chose, c'est un bon... Oui, bien sûr, ce sont des bonnes pratiques générales. Ouais. Ça reste la bonne méthode dans les gestes au quotidien. Les gestes au quotidien, voilà. Alors, il y a une dame quand même qui disait qu'elle aérait à chaque fois qu'elle partait de chez elle. Donc déjà, premièrement, attention aux voleurs. Mais après, peut-être pas besoin d'aérer une journée entière. Non. Généralement, les recommandations sont d'une dizaine de minutes. Plusieurs fois par jour, au moins une fois par jour, on va dire, le matin. Et quelles sont les principales sources de pollution qu'on peut trouver dans notre logement, de pollution de l'air intérieur? À part le radon, bien sûr. À part le radon, oui. Alors c'est vrai qu'on ne parle pas du tout du radon, du coup. Non, les gens ne connaissaient pas trop le sujet. Oui, bien sûr, ouais. Y a d'autres polluants organiques, chimiques, en fait, qui sont liés aux produits ménagers, au mobilier. En fait, quand on achète des meubles neufs, ça dégage en fait des particules. Toutes les colles qui peuvent servir. Voilà, exactement. Quand les produits de nettoyage en fonction de... Voilà. Donc là, un peu, c'est nos habitudes finalement à la maison aussi. Oui, bien sûr. Ouais. Il y a pas mal de gens qui parlaient des bougies aussi. Alors oui, on en parle de plus en plus. Oui. Ouais. Oui, parce que voilà, ça émet des particules dans l'air. Ouais. On a entendu une dame qui avait un petit doute et qui se demandait si quand on vivait dans une zone polluée, c'était intéressant d'aérer quand même son logement, parce que elle se demandait si l'air n'était pas plus pollué à l'extérieur. Dans le cas du radon, ça reste quand même un bon réflexe d'aérer, même quand on vit dans un environnement un peu pollué, dans une grande ville par exemple. Alors pour le radon, oui, de toute manière, il y en a moins à l'extérieur qu'à l'intérieur. Voilà, donc pour le radon, oui, ça reste une bonne pratique. Sachant que, voilà, quand on a une problématique de radon, c'est-à-dire quand ça dépasse le niveau de référence, l'aération ne va pas forcément suffire. Donc là, il va falloir faire des petits travaux comme on a. Voilà. Mais ça reste une très bonne pratique, bien sûr. En tout cas, si à la maison vous voulez en savoir plus sur la qualité de l'air intérieur, je vous invite à vous diriger sur le site de l'ADEME, l'Agence de la transition écologique, puisqu'il y a un petit fascicule qui explique quand même les bons gestes et un peu qui apporte des informations très intéressantes sur le sujet. Alors maintenant, on va passer à votre parcours académique et professionnel. On va essayer de comprendre par où vous êtes passées toutes les deux pour en arriver au poste que vous occupez aujourd'hui. On découvre ça tout de suite dans la séquence en coulisses. Alors cette séquence en coulisses, on la commence par un petit défi où on vous demande de vous présenter chacune votre tour en 30 secondes top chrono. Géraldine, c'est vous qui passez la première. Dès que vous êtes prête, on lance le chrono. Est-ce qu'on peut y aller ? Allez, je tente. C'est parti. Alors, j'ai une formation universitaire en sciences de la Terre au départ. J'ai commencé mes études à la faculté des sciences de Nancy et je les ai finies à Brest jusqu'au DEA. Ensuite, j'ai fait une thèse plus appliquée en sciences environnementales où là, j'ai commencé à travailler sur le radon. J'ai été recrutée juste après ma thèse à l'IPSN, l'Institut de protection de sûreté nucléaire à l'époque, où j'ai continué à travailler sur le radon en faisant de la recherche pendant plusieurs années. Ensuite, j'ai changé de thématique en travaillant cette fois-ci plus sur l'expertise. Vous pouvez terminer votre phrase quand même. Ouais, ça va vite. Ouais. Alors, sur l'expertise de l'impact des travaux miniers, des anciennes mines d'uranium dans l'environnement, sur l'environnement et l'exposition des populations autour. Et puis, voilà, après, j'ai pris en charge la responsabilité du bureau d'études et d'expertise du radon depuis 2017. Voilà. Bien, merci Géraldine. Enora, même règle, 30 secondes pour vous présenter top chrono. Est-ce qu'on peut y aller ? Oui, c'est bon. On y va alors. Alors, donc moi j'ai fait des études en statistique et informatique. Parce que j'aimais beaucoup les mathématiques et puis j'ai souhaité me spécialiser dans le domaine de la santé. Donc j'ai fait un master de santé publique et de biostatistique. Suite à ça, j'ai travaillé 1 an dans un laboratoire de recherche INSERM. Puis je me suis lancée dans une thèse de sciences en épidémiologie. Et suite à l'obtention de mon doctorat, j'ai été embauchée à l'IRSN, qui est devenue aujourd'hui l'ASNR. Parfait, super. Il reste une seconde. Bravo, bien joué. Donc on a un petit aperçu de vos parcours respectifs, mais bien sûr on a envie d'en savoir un peu plus. Donc
Géraldine, au début de votre carrière, vous avez d'abord envisagé une autre voie, celle de la recherche marine. Et puis, vous avez ensuite saisi une opportunité, donc la thèse à l'IPSN, ancien nom de l'IRSN, qui est devenu aujourd'hui l'ASNR, sur le radon. Qu'est-ce qui a déclenché ce changement ? Alors c'est vrai que je faisais des études en géologie marine, géosciences marines à Brest, où je travaillais plutôt sur le magmatisme, le volcanisme. Et c'est vrai que je me posais des questions sur plutôt faire peut-être de la recherche appliquée. Et puis j'ai eu une opportunité en fait, voilà, une annonce dans les couloirs de la faculté où ils recherchaient quelqu'un qui avait des compétences en sciences de la Terre pour travailler sur la radioactivité naturelle, donc sur notamment le radon. Voilà, et puis je me suis posé plein de questions et puis j'ai sauté le pas en me disant allez, je vais quand même faire plutôt de l'appliqué, voilà, un peu plus des sciences de l'environnement qui m'intéressaient aussi. Voilà. Ça a piqué un peu votre curiosité. C'est ça. Alors Enora, un peu comme Géraldine, au départ, vous n'aviez pas prévu de travailler dans le domaine de la santé publique et de l'épidémiologie. Vous l'avez dit, ce qui vous passionnait, c'était les mathématiques. Vous avez commencé par ça. Alors, comment, à un moment donné, vous avez choisi de vous orienter plus vers l'épidémiologie, justement ? En fait, dans mon parcours, j'ai réalisé des stages. Et c'est vrai que le tout premier stage que j'ai réalisé, je l'ai réalisé dans une équipe INSERM. Donc du coup, où j'ai été initiée à l'épidémiologie. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui m'avait beaucoup plu. Donc du coup, je me suis dit pourquoi pas continuer dans ce domaine-là. Qu'est-ce qui vous a plu justement au moment de ce stage ? Qu'est-ce que vous retenez ? Je sais pas, c'est peut-être le fait de plutôt que de travailler sur des chiffres, peut-être de comptabilité ou autre. Là, je sais pas, il y avait comme un côté se sentir utile en fait. Donc je dis pas que la comptabilité c'est pas utile, mais que voilà, comme si du coup on allait pouvoir contribuer à quelque chose, améliorer les connaissances et faire en sorte que à l'avenir il y ait peut-être moins de maladies ou en tout cas on allait pouvoir les comprendre un peu mieux. Alors Enora, vos débuts n'ont pas été simples parce que pendant votre DUT, on vous a même dit que vous n'iriez pas loin. Alors je veux savoir comment vous avez vécu cette période-là et qu'est-ce qui vous a donné la force de poursuivre jusqu'au doctorat ? Alors en fait, c'est vrai que c'était un petit peu compliqué. Bon, après, mon DUT, je l'ai eu, j'étais autour de la moyenne, j'étais pas dans les meilleurs. Et c'est vrai qu'on nous donne, du coup, on a un dossier à la fin de ce DUT où on nous dit, voilà, est-ce qu'elle est faite pour aller jusqu'à la licence, jusqu'au Master 1, Master 2. Enfin, à l'époque, c'était encore DUG. Et puis, moi, on m'a dit, non, que j'étais pas trop faite pour continuer et qu'il valait peut-être mieux que j'aille sur le marché du travail. Et puis, finalement, j'ai fait donc une licence professionnelle dans le domaine de la santé. Et là, je sais pas, j'ai quand même eu un déclic. Et là, mes notes se sont nettement améliorées. Et je me suis dit, c'est dommage. Ça serait vraiment dommage d'arrêter là. Donc, j'ai continué. Et puis, finalement, jamais j'aurais cru arriver jusqu'à un doctorat. Mais il faut vraiment... Enfin, je l'ai fait pas à pas. Voilà. Oui. Donc, mais j'ai vraiment trouvé quelque chose qui me plaisait. Et peut-être que finalement, dans le DUT, j'avais pas vraiment trouvé ma voie. J'aimais les mathématiques, mais sans trop comprendre... comment j'allais pouvoir utiliser toutes ces notions. D'accord, donc c'est la preuve qu'il ne faut pas abandonner finalement. Oui, ça oui, peut et pas forcément écouter sur... tout ce qu'on nous dit, quoi. C'est un peu s'écouter soi. Géraldine, vous nous avez confié que le terrain, c'était quelque chose qui vous plaisait particulièrement dans votre métier. Vous avez eu l'occasion de cartographier des zones très variées, de l'île d'Ouessant en passant par la Franche-Comté et jusqu'à des régions beaucoup plus lointaines. Parmi ces expériences, il y en a une qui est ressortie. C'est une mission au Gabon. Qu'est-ce que vous retenez précisément de cette mission-là ? Alors le Gabon, oui, c'était... je travaillais en fait sur l'impact des anciennes mines d'uranium. Et en fait, oui, il a fallu que j'organise une mission pour recueillir, aller faire des mesurages, faire des prélèvements sur les sites des anciennes mines au Gabon. Donc effectivement, c'était une grosse aventure d'un point de vue à la fois logistique, là-bas aussi, c'est-à-dire une découverte aussi du pays, de la culture, et des échanges aussi très intéressants à la fois avec les populations locales, les anciens exploitants, et puis une femme médecin qui était là aussi, qui faisait partie du ministère de la Santé local, et qui était soucieuse de commencer à mettre en place aussi un peu plus de protection vis-à-vis de la radioactivité de manière générale, donc tout ce qui était radioprotection, c'était en développement. Voilà, donc c'était une belle expérience.
Alors, Enora, un peu comme Géraldine, votre travail vous amène à rencontrer finalement et à discuter avec plein de spécialistes de domaines très divers et variés, des médecins, des pharmaciens, des ingénieurs, des biostatisticiens. J'imagine que ça doit être très enrichissant, mais est-ce qu'on arrive toujours à trouver un langage commun pour communiquer avec des spécialistes d'horizons très divers ? Alors c'est vrai qu'au début, des fois, ça peut paraître un peu compliqué, surtout quand on débarque, et puis des fois, on nous dit des mots et on se dit qu'est-ce que ça veut dire, ou des fois, on dit un mot et nous, on dit exactement ce même mot, mais il ne veut pas forcément dire la même chose pour les deux personnes. Mais je trouve ça très enrichissant vraiment de travailler, et puis après, on se met autour d'une table, on discute, on cherche à comprendre vraiment quelle est la pensée de l'autre, et puis c'est constructif, et c'est comme ça qu'on avance, et c'est toujours très enrichissant de travailler avec des personnes de diverses disciplines. Géraldine, votre parcours vous a amené à occuper plusieurs fonctions avec des missions très diverses. À présent, vous avez un rôle plus managérial à la tête d'une équipe de 7 personnes. Qu'est-ce qui vous apporte le plus de satisfaction dans votre activité actuelle ? Alors, je dirais il y a plusieurs choses, mais je vais en citer deux exemples. Alors, il y a le fait plutôt d'être au service et en accompagnement des gens, on va dire en support. Pour qu'ils puissent progresser et puis être là aussi pour régler les problèmes parce qu'on est là pour ça aussi en tant que manager. Donc être au service de l'équipe, du collectif. Et puis aussi rester, comme j'ai un rôle de manager de ce qu'on appelle manager de proximité, on reste quand même, en tout cas à la SNR, plutôt présent aussi sur l'aspect technique des choses en validant les productions, les rapports par exemple. Voilà. Nora, même question, qu'est-ce qui vous plaît le plus dans vos missions actuelles ? Moi, ce qui me plaît plus, justement, c'est la diversité. Parce que dans le poste que j'occupe, je travaille avec mes collègues épidémiologistes, mais pas que. Je travaille aussi avec des personnes de l'environnement, des personnes de la dosimétrie, de différentes. Et je trouve vraiment ça très enrichissant. Puis ça permet d'avoir cette approche que vous disiez tout à l'heure, un peu plus globale sur nos expositions. Oui, exactement. Et puis de ne pas rester forcément que dans ce domaine, de s'ouvrir un peu aux autres. Et, voilà. Et dernière question pour toutes les deux, quels conseils vous donneriez à des plus jeunes, des lycéens, des étudiants qui se questionnent encore sur leur parcours ? Enora, peut-être. Alors moi, justement, par rapport à mon parcours et à la question qu'on a abordée, c'est vraiment de s'écouter. Si on nous dit « non, t'es pas fait pour ça », et si vraiment c'est ce qu'on sent au fond de soi, c'est d'y aller et de pas hésiter. Et vous, Géraldine ? Je rejoins aussi Nora, et puis c'est vrai qu'au départ, faut faire quelque chose qui nous plaît. Vraiment qui nous motive, quitte à changer de voie à un moment donné, ça m'est arrivé, j'ai changé de voie. Mais c'est vrai qu'au départ, il y avait une motivation parce que je faisais quelque chose que j'aimais. Donc... Ça permet de mettre le pied à l'étrier, puis après on trouve un peu sa voie par les rencontres. On ne sait jamais ce que la vie peut... les rencontres, les opportunités font que parfois on peut changer, mais il ne faut pas s'en inquiéter en fait. Oui, c'est pas un problème. On peut aller visiter, tester différentes choses. Exactement. Bon, merci à toutes les deux. Alors avant de se quitter, comme d'habitude, on demande à nos invités de nous partager une recommandation culturelle. Et donc on va découvrir les vôtres dans la prochaine séquence. C'est la reco des invités. Alors Géraldine, vous avez l'honneur de commencer. Quelle est la recommandation que vous voulez nous partager ? Alors c'est un reportage qui a été diffusé il n'y a pas si longtemps, qu'on peut retrouver en replay sur France Télévisions, le journal intime de Marie Curie. Donc je crois qu'il y a 4 épisodes. Et qu'est-ce qui vous plaît dans ce reportage ? Ce qui m'intéresse, alors c'est vrai qu'on connaît globalement un petit peu son apport scientifique, mais là c'est fondé sur son journal intime, donc c'est elle qui se raconte, et elle se raconte aussi en tant que femme, donc dans sa vie de femme, que ce soit les aspects professionnels, mais aussi de manière générale, et ce côté-là on le connaît moins de Marie Curie, voilà. Et vous, Nora, qu'est-ce que vous nous recommandez ? Et alors moi, c'est un ouvrage, donc c'est un livre qui s'appelle « Environnement et santé publique » qui a été publié par les presses de l'EHESP, donc de l'École des hautes études de santé publique, et pour lesquels j'ai été sollicitée pour rédiger un chapitre. Donc c'est pas pour dire « lisez mon chapitre, il est merveilleux ». Mais du coup, on a été quelques collègues à la SNR à avoir été sollicités pour rédiger le chapitre « Radiation, rayonnement ionisant ».
plus précisément, dans lequel il y a des informations sur les effets du radon sur la santé, mais pas que, sur les effets des radiations au sens plus large. Et puis, il y a beaucoup d'autres chapitres qui sont abordés sur la pollution de l'air, les pesticides, l'alimentation, etc. Il y a des chapitres aussi qui sont faits sur qu'est-ce que l'épidémiologie, qu'est-ce que la toxicologie. C'est accessible pour voilà. Et en fait, il avait vraiment pour objectif, donc, il est de ne pas employer des termes trop techniques, de le rendre assez accessible à la population. Et vraiment, il y a de nombreux aspects qui sont abordés en partant des pathologies particulières, le cancer, les maladies cardiovasculaires, mais aussi à partir des expositions. Et une chose importante, c'est qu'on peut y accéder gratuitement sur Internet. Eh bien, merci beaucoup à toutes les deux pour ces recommandations. On arrive à la fin de cette émission. On se retrouve bientôt pour un autre numéro de Science en question tout aussi passionnant. Ciao les sorciers. sorciers.